Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on est avec Mosley, on reçoit Monsieur Ondias. Nous recevons Monsieur Stéphane Ondias, qui est le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. C'est pas Stéphane, c'est Stéphane. Stéphane, c'est ce que j'ai dit. Ou bien? Non, tu as dit Stéphane. Ah bon? Donc je m'excuse alors. Stéphane Ondias, c'est vrai que les prénoms sont proches l'un de l'autre, mais bon, c'est Stéphane Ondias bien sûr pour me corriger. Alors il est président du Conseil national de la jeunesse, comme je le disais tout à l'heure, et on est avec lui ce matin pour déviser sur des questions en rapport avec la cure d'austérité, comme on l'appelle désormais, que le gouvernement a annoncé depuis le 21 juin dernier, et c'est ce qui nous amène à le recevoir ce matin. D'accord, merci encore à rappeler. Donc, vous êtes sur les 104.5 Urban FM. Vous pouvez nous écouter sur notre site internet, sur notre application et sur notre page Facebook. Stéphane Ondias, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment tu vas là-bas, aux côtés du Conseil national de la jeunesse? Comment ça va? Ça va, grand frère, on se bat. Comme depuis la dernière fois que vous nous avez reçus sur ce plateau. On a pu rencontrer quelques personnalités, quelques autorités ici et là. Et les choses sont plutôt bien engagées pour que le conseil puisse se redéployer. Vous avez déjà commencé des activités de jeunesse un peu à gauche, à droite, vous n'avez pas encore commencé? Il faut dire qu'on a des conseils provinciaux, des relais en interne, donc chacun essaye de se déployer autant que faire se peut. Les ONG et les associations de jeunesse sont déjà venus vers vous? On entend lancer une campagne de recensement d'abord pour avoir un fichier national des associations et mouvements de jeunesse qui évoluent en République gabonaise, ce qui n'est pas disponible. Donc on attend là aussi, on a une nouvelle tutelle qui a été mise en place en la personne du ministre Arnaud Nganji. On attend d'avoir une séance de travail avec lui pour prendre les orientations qu'il faut et lancer la campagne. Il y a un problème avec les associations et ONG de jeunesse là. Il y a des associations qui sont reconnues par l'État, donc qui ont le récépissé du ministère de l'Intérieur. Mais on dit encore que ces associations doivent être reconnues par le ministère de la jeunesse. Il faut avoir un agrément technique. Parce que toutes les associations ne sont pas des associations de jeunesse. Et à l'époque, le docteur Nicolas Sellé, ministre de tutelle donc de l'époque, avait exigé, et c'est ce qui avait fait d'ailleurs causer beaucoup de remous au moment de l'élection du Bureau national du Conseil national de la jeunesse, il fallait que les associations qui prenaient part donc, à l'Assemblée générale élective soient des associations qui avaient l'agrément technique. Et donc qui soient clairement identifiées comme étant associations de jeunesse. Donc il faut aller au ministère de la jeunesse, à la direction générale de la jeunesse, qui travaille de concert avec le Conseil national de la jeunesse pour délivrer donc l'agrément technique aux associations de jeunesse. D'accord. Alors nous ce matin on revient sur ce qui occupe la scène, et évidemment c'est intéressant de savoir que vous êtes un jeune, et ce matin quelle est la première lecture que vous avez des mesures qui ont été prises par le gouvernement? Déjà, dire qu'il faut prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur, et avoir la tête froide pour pouvoir réagir sur ces mesures qui sont somme toute difficiles, mais qui sont nécessaires et qui interviennent dans un climat social, sociétal, économique difficile, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Nous avons été habitués, je vais dire ça comme ça, à un système de pensée, à une vision depuis les indépendances qui ne cadre plus avec les objectifs. C'est-à-dire, expliquez-vous, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que vous voulez dire. L'attentisme. Vous voyez par exemple, la mesure qui fâche aujourd'hui, c'est par exemple l'interdiction de recrutement à la fonction publique pendant 3 ans. Mais pourquoi ça fâche? Parce que malheureusement, le système éducatif ou le système de pensée qu'on a toujours eu dans notre pays a été de former des gens pour adhérer, sinon pour finir à la fonction publique. Donc aujourd'hui, on voit cela comme une grosse barrière, comme un gros obstacle pour nos carrières, pour notre avancement, pour notre épanouissement social, de ne pas pouvoir intégrer la fonction publique. Et ça, c'est parce que c'est le mode de pensée qui a été le nôtre. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, dans une situation où le tissu économique national n'est pas celui qui est de nature à créer des emplois ou à recruter suffisamment de jeunes qui sortent de nos écoles, et quand on sait que le système éducatif gabonais lui-même porte un certain nombre de tares qui font qu'à un moment donné, le seul débouché que nous avons, ou les seuls débouchés qui restent sont ceux qui sont présentés par la fonction publique, est-ce que vous ne pensez pas que c'est
du moins c'est de bonne guerre que les populations ou les jeunes qui vont sortir des écoles cette année ou dans les 3 prochaines années soient en mesure de revendiquer le fait que cela soit mis en place et que ça suscite ces remous-là. C'est légitime justement, je suis d'accord avec vous. Voilà pourquoi je pense que le gouvernement a mis en place des mesures palliatives, inciter les jeunes à se diriger plus vers le privé, inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. On a eu une crise de modèle dans notre pays. Le modèle qui réussissait, on a souvent eu l'impression que c'était celui qui est engagé en politique, c'est celui qui finit à la fonction publique, mais à d'autres modèles. Nous avons des niches au sein de notre pays qui sont occupées, des sources générateurs de revenus qui sont occupés par des étrangers dans notre pays. Il est aujourd'hui temps qu'on essaye de vendre ce modèle-là aux jeunes et que les jeunes Gabonais aient l'ambition d'occuper, n'est-ce pas, cet espace-là. Comment on oriente un jeune vers le privé alors que le privé pratiquement ne recrute pas? Non, il y a eu des mesures incitatives. Des mesures incitatives, lesquelles par exemple? L'État a mis par exemple en place des allégements fiscaux, autant pour moi, pour les entreprises qui vont recruter des jeunes. Quelle en est la situation aujourd'hui? Parce qu'on a vu le ministre du budget qui a convoqué des entreprises qui ont bénéficié, des entreprises qui ont bénéficié de ces mesures-là. Et quelle est aujourd'hui la situation? Mais justement, vous qui êtes au fait des questions de jeunes, parce que la question de l'emploi aujourd'hui concerne beaucoup plus des jeunes qui sont près de 40% au chômage. Je le disais tout à l'heure, il y a un nouveau ministre, il y a une nouvelle tutelle qui vient d'arriver à la tête de ce département ministériel et il a tenu à faire le point, n'est-ce pas? Et nous demandons, nous, en tant que représentation de la jeunesse, d'être associés à l'ensemble de ces démarches pour pouvoir effectivement toucher du doigt et faire le compte-rendu à la jeunesse que nous représentons. Qu'est-ce qu'il en est exactement et effectivement? Parce que c'est un manque à gagner pour l'économie, mais en plus de ça, c'est un vivrier pour les jeunes, ces jeunes qui ne peuvent plus aujourd'hui être orientés vers la fonction publique, mais il faut qu'on nous dise exactement, il faut qu'on fasse le point. Mais pour cela, il faut que nous puissions être associés et que nous ayons un point de vue objectif sur l'état actuel de ce Quel est le regard qu'un jeune peut porter sur l'avenir après ces différentes mesures? Un regard, j'ai envie de dire, serein. C'est vrai que voilà pourquoi je disais d'entrée de jeu qu'il fallait prendre de la hauteur et avoir la tête froide. Parce que dans la fonction publique, aujourd'hui, nous constatons que notre fonction publique a été pléthorique. Je pense que le conseiller spécial de la présidence, dans son échange avec le journaliste, l'a dit la dernière fois, nous étions à plus de 50% de la masse salariale, alors qu'en zone CEMAC, c'est près de 35%. Donc notre fonction publique était pléthorique avec des fonctionnaires fantômes, avec des personnes qui étaient déjà en retraite mais qui continuaient à percevoir leur dû, avec des personnes qui donc finalement occupaient des fonctions ou des postes qui devaient revenir à ces jeunes-là qui sortent donc du système éducatif chaque année. Je pense qu'après les 3 ans et la mise à plat donc de ce fichier de la fonction publique, les portes, si je peux le dire trivialement comme ça, seront ouvertes pour que ces jeunes-là puissent intégrer de nouveau, pour ceux qui le voudront, intégrer la fonction publique et occuper les fonctions, sinon ce qui leur vient. Vous parlez d'un plafonnement de la masse salariale au niveau de la zone CEMAC à 35%. Est-ce que ce calcul est fait sur la base, est-ce qu'il est fait sur la base de la taille de la fonction publique ou de la taille de la population? Parce que quand on regarde quand même les États de la sous-région, nous sommes peut-être l'un des pays qui a moins de population, donc on ne peut pas avoir les mêmes ambitions que le Cameroun. Et nous avions une masse salariale qui était largement au-dessus de nos voisins. Est-ce qu'aujourd'hui, la masse salariale est le seul problème qui pose la question de l'obération? Non, c'est pas uniquement la masse salariale. Je pense que l'objectif, sinon la vision, elle est beaucoup plus profonde. Il s'agit d'assainir les finances publiques. Il s'agit de maintenir le tissu social gabonais, de maintenir nos acquis, la CNAMGS, la CNSS, c'est ça la volonté au fond. Et aujourd'hui, tout cela a été mis en péril parce qu'il y a eu de mauvais ajustements par le passé, et ces ajustements-là touchent également la fonction publique, la masse salariale et toutes les mesures qui ont été annoncées par le... Quelles sont les attitudes que vous allez préconiser aux jeunes d'avoir pour l'avenir de notre pays par rapport à ces choses qui sont en train de changer? Déjà, nous sommes en train de prévoir justement, parce que ce qui a manqué, il y a eu comme une rupture de communication entre les dirigeants, les autorités et la base, les populations et les jeunes plus particulièrement. Ces mesures-là n'ont pas souvent été accompagnées d'explications de communication. Donc nous comptons aller au plus près de ces jeunes-là, d'abord au niveau de l'Est-UIA, mais en plus profond sur l'ensemble du territoire national, pour aller leur expliquer. Qu'est-ce que vous allez leur dire concrètement? Déjà, il y a
essayer de faire tomber l'amalgame qu'il y a aujourd'hui qui dit que c'est les fonctionnaires, c'est les petits fonctionnaires qui payent. Non. Je pense qu'on a parlé de décote pour les salaires de plus de 650 000. Mais lorsqu'on regarde un peu les catégories, les fonctionnaires catégorie A1, nombreux ne touchent pas plus de 600 000. Donc c'est déjà essayer de réduire cela, de dire que la fonction publique ne peut plus être le centre d'accueil de tous ces jeunes. Est-ce que c'est pas tuer des rêves? Parce qu'aujourd'hui, le jeune Gabonais, quand il voit le fonctionnaire, il voit la réussite totale. Il voit la garantie d'emploi. Il voit le gros Prado. Il voit le gros Prado de l'État. Il voit les grands voyages en classe. On a eu une crise de modèle dans notre pays. Le modèle, ça a été celui qui réussit, c'est l'homme politique. Mais ça a été construit pendant de longues années. Est-ce que l'homme politique, Monsieur Ondias, est-ce que ce n'est pas aussi l'amalgame de votre part de penser que l'homme politique, c'est le modèle on parle de fonction publique et l'homme politique, c'est autre chose? Généralement, l'homme politique et la fonction publique étaient mélangés, Pas forcément. Généralement, tu commençais homme politique et puis tu finissais avec un gros poste dans l'administration. Quand on parle de fonction publique, généralement, les gens voient un bureau, c'est un gros titre directeur, conseiller. Voilà, c'est ça ce qu'on voit dans la fonction publique. On ne voit pas celui qui commence au bas de l'État, le chargé de mission, le chargé de... Bien sûr que s'il y a des récriminations aujourd'hui, c'est parce qu'on tient compte de tous ces paliers-là. Mais quoi qu'il en soit, même si... Est-ce que c'est facile de changer ça dans la... Aujourd'hui, quand tu ne fais pas un truc qui n'est pas dans la fonction publique, les gens te posent... Quand quelqu'un me demande d'Afresh, tu fais quoi? Je suis animateur radio. À part ça, tu fais quoi? Mais justement, il faut que le grand d'Afresh puisse, par exemple, s'exprimer aussi. Il faut que le grand d'Afresh puisse montrer que dans son métier d'animateur, il arrive à s'épanouir, il arrive à s'occuper de sa famille, il arrive à se projeter dans l'avenir, il arrive... Pourquoi on n'a pas valorisé les métiers justement, au lieu de valoriser la fonction publique? Ça a été un tort de nos dirigeants, ça a été un tort des aînés avant nous, et aujourd'hui, il faut changer la donne. Et pour changer la donne, il a fallu passer par des mesures aussi drastiques que celles-là pour créer un éveil des consciences au sein des populations. C'est difficile, je l'ai dit d'emblée. C'est très difficile, mais il faut changer. Aujourd'hui, on a des jeunes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, ils ne sont pas assez visibles. On ne leur donne pas suffisamment de visibilité. On a des opportunités qui sont créées, ces opportunités ne sont pas sues de tous. On vient de créer, par exemple, un fonds pour accompagner dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement les jeunes, je pense au Koumé, le fonds au Koumé. Ce fonds-là n'est pas vulgarisé au sein de la jeunesse. Mais comment un jeune peut se lever un matin? Il va dire oui, vous m'incitez à aller dans l'entrepreneuriat, mais quelles sont les mesures? Il n'y en a pas. Parce que c'est le genre de dire, c'est au quartier, c'est le Congo ça, oui, c'est encore eux-mêmes qui en profitent. Non, c'est tout le monde qui peut en profiter. Il faut maîtriser les canaux pour y arriver. Et ça, c'est la communication qui doit pouvoir faire son travail tout autour. Et c'est là, à ce niveau, que nous interpellons les autorités. Toutes les mesures qui ont été mises en place, on a parlé du CAJ, contrat d'apprentissage jeunesse, dont tous les jeunes Gabonais, peu importe leur classe sociale, peu importe leur origine, peuvent en bénéficier. Mais il faut qu'ils sachent vers qui on se dirige pour pouvoir bénéficier d'un CAJ, où on se fait enregistrer pour pouvoir bénéficier d'un CAJ. C'est à ce niveau que nous aussi on demande d'intégrer par exemple le Conseil national de la jeunesse pour que nous puissions jouer notre partition. Mais est-ce que le Conseil national de la jeunesse a déjà entamé des procédures pour aller vers ces institutions afin de les inciter à vulgariser ces activités? Nous avons entamé à l'époque avec le ministre Carmen Dao, nous avions déjà entamé une démarche de collaboration dans ce sens avec les responsables de l'ONE par exemple, pour que toutes les mesures qui concernent la jeunesse, toutes les mesures qui incitent les jeunes à se prendre en main ou toutes les mesures prises par les pouvoirs publics pour accompagner la jeunesse soient divulguées via le Conseil national de la jeunesse et via tous les réseaux d'associations qui font partie de cette entité-là. Est-ce que le projet, il y a des activités que vous n'en parlez pas, le Conseil national de la jeunesse, le programme de la Banque mondiale avec le PRODES. Oui. Le PRODES. Pourquoi le Conseil national de la jeunesse ne va pas vers les jeunes? Ça a des problèmes de démarrage en matière de communication. Oui, Grofa, lorsque j'ai rencontré certaines autorités, j'ai dit qu'il fallait déjà, par exemple, revoir le statut du Conseil national de la jeunesse justement par rapport à cela. Notre statut, c'est aujourd'hui un handicap. Depuis 1949 que cette structure existe, on n'a qu'un statut d'association. Je vais vous raconter une anecdote. Nous nous sommes rendus au marché de Montbouet. Récemment, nous avons rencontré des jeunes qui sont organisés en association. Ils avaient un problème d'ordre administratif. Ils nous ont dit, vous êtes les représentants de la jeunesse, nous voulons que vous puissiez plaider pour nous en haut lieu. Nous avons pris le problème à bras le corps. Nous nous sommes rendus du côté de la mairie de Libreville. Nous avons été reçus par un administratif. La question qui nous a été posée, c'est vous êtes qui? Donc déjà, c'est déjà tout de suite un frein. Vous êtes qui? Nous sommes le conseil. Vous faites quoi? Par rapport à quoi? Les jeunes, vous êtes une association comme eux. Il me faut un récépissé, il me faut un certain nombre de documents. Donc il revient aussi aux autorités de pouvoir identifier cette plateforme comme étant celle
qui est là pour accompagner les jeunes comme étant celle qui est là pour défendre les intérêts des jeunes. À partir de cet instant, nous, on pourra se diriger vers donc toutes ces plateformes. Vous voulez un statut d'institution constitutionnelle? Non, pas un statut d'institution constitutionnelle forcément. Je pense qu'à ce niveau, nous avons encore beaucoup, il y a matière à travailler, nous avons nos preuves à faire. Nous devons montrer notre engagement républicain, nous devons montrer notre esprit de responsabilité parce que malheureusement, avant nous, ça n'a pas été le cas, mais au moins être identifié comme étant un organisme, pourquoi pas gouvernemental, en charge d'accompagner les pouvoirs publics, les autorités sur les questions de jeunesse. Alors aujourd'hui, on aimerait bien que le gouvernement aille en avant en proposant des mesures qui ont été engagées, mais comment vous expliquez à un jeune qui a déjà 5 ans dans la fonction publique et qui attendait une promotion, un avancement, un passage d'un indice à un autre, ou qui entendait aller simplement repartir dans une école professionnelle pour un stage et qui va se voir à nouveau 3 années se contenter du statut de stagiaire à la fonction publique en toute violation des textes. Comment on lui explique cela? Bon, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est pas une violation des textes à proprement dire. Il faut dire. L'État prend des gens 6 ans, 5 ans, 10 ans en statut de stagiaire, ce qui ne se fait pas ailleurs. Parce que ça veut dire que quelque part, il y a des personnes qui sont là et qui occupent de manière impunément la place que devraient occuper ces jeunes fonctionnaires stagiaires-là. Et c'est tout le sens donc de la réforme qui est initiée aujourd'hui. Il faut épurer donc tout ce qu'il y a là, voir clair, savoir qui est qui fait quoi, qui n'est pas là, on s'en sépare. Ça laisse le champ libre à tous ces jeunes stagiaires qui sont là, qui triment depuis des années, qui n'ont pas pu avancer. Les avancements, je pense, c'est tous les 2 ans. On parle d'avancement automatique. Voilà, on parle de 3 ans. Donc, au trop, ils auront perdu quoi? C'est un avancement. Et je pense qu'après les 3 ans, il y aura un rattrapage automatique de tout ce qui n'a pas pu être fait pendant les 3 ans. Quand on sait aussi que le paiement des traitements est souvent difficile au niveau du pays, notamment en ce qui concerne les rappels de soldes. Voilà pourquoi on parle d'assainissement. Je pense que la plus haute autorité, le chef de l'État a montré l'exemple en se séparant de plus de 40% des siens. C'est déjà un gain pour les finances publiques. On a parlé d'encadrement de l'achat des véhicules de l'État lorsqu'on sait que vous l'avez dit tout à l'heure, certaines autorités se baladaient dans des carrosses qui coûtaient, c'est aussi un gain pour les finances publiques. Donc je pense qu'au bout des 3 ans, lorsque la croissance sera revenue, lorsqu'on a retrouvé une certaine stabilité, on pourra permettre à ces jeunes-là de pouvoir rentrer dans leur... En parlant des effectifs de la présidente de la République, quel est le chiffre exact qu'il y avait en termes d'agents, soit nommés ou personnels? Je pense qu'en termes personnels, on était à un peu plus de 400. Et après la mesure et la réduction qui a été opérée par le président de la République, on est descendu à peu près 200 et quelques. Tout ce qu'il y a comme agent nommé. Bon, maintenant, tout ce qui est main d'œuvre, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pu opérer déjà après l'annonce des mesures issues de la task force du CAP et le dernier conseil des ministres, on a vu une diminution des conseillers. Au niveau du cabinet du président de la République, il y a eu une réduction qui a été effective. Au niveau des chargés de mission, etc., il y a eu quand même une réduction assez effective. Mais il y a quand même des questions qui se posent. On a dit qu'il y a certaines personnes qui ont été remerciées parce qu'ils étaient soit conseillers politiques, notamment les chargés de mission politique. Mais quand on regarde le profil de ceux qui sont restés, on voit encore des gens qui ont beaucoup plus un engagement politique qu'autre chose. Est-ce que ce n'est pas un jeu de dupes quelque part? Après, l'engagement politique ne dénature pas notre potentiel, nos aptitudes. C'est pas parce que je suis engagé en politique et que je mette mon engagement politique en avant que derrière, je n'ai pas une formation, je n'ai pas des compétences dans un domaine technique précis. Ouais. Donc je pense que c'est aussi ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Certaines personnalités se sont peut-être fait connaître sur la scène publique, la scène nationale à travers leur engagement politique, mais derrière ils ont certainement des compétences aujourd'hui qui ont été prises en compte. Moi je me pose une question. On résout le problème ou on aggrave la situation? Parce que je suis d'accord qu'on fasse du dégraissage. Je suis même partisane d'enlever des gens qui ont 3, 4 postes et ainsi de suite. Mais est-ce que dedans aussi, il n'y a pas des gens qui partent et dont c'était le seul emploi? Qu'est-ce qu'ils font ensuite? Donc,
Pour parler par exemple de la présidence. À la présidence de la République, je pense qu'on a remis à la disposition de leur administration d'origine. Mais ceux qui étaient nommés, ils n'appartiennent à quelle administration d'origine. La plupart des temps, ils sortent de leur maison. Parce que la majorité, je pense que la mesure vise, on a dit par exemple les adjoints dans les administrations centrales, etc. Ça, c'est une nomination politique. Mais à la base, avant d'avoir une nomination politique, on a une administration d'origine, on est enseignant, on est, j'en sais rien, on a une administration Moi, ce que je voulais poser comme question, ce que je voulais avoir tes suggestions, quelles sont selon toi ce que tu penses qu'il faut faire pour mieux accompagner ces mesures? Communiquer. Pour moi, c'est la communication. Parce que, comme je disais, il y a un fossé aujourd'hui entre ces mesures, le bien fondé de ces mesures, parce que c'est ce qu'on ne comprend pas. Le bien fondé de ces mesures, la cible de ces mesures, les populations, les jeunes en particulier, et finalement le terme aussi de ces mesures. Dans 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que tout ça est clairement contenu dans les mesures en question, depuis donc les assises d'Angondjé, depuis la task force d'Angondjé, mais les populations ne sont pas suffisamment au fait. Donc il faut que chacun de ceux qui peuvent accompagner les autorités dans la publication, dans la connaissance, dans la divulgation de ces mesures auprès des populations, que chacun puisse jouer sa partition pour que les gens... Vous savez qu'il y a un ancien qui m'a dit que ce genre de mesures avait déjà été prise au Gabon quand Omar Bongo avait nommé Emin Doumba. Mais il n'y avait pas eu d'application, justement. Non, c'est parce qu'il avait été combattu sauvagement et violemment. Mais aujourd'hui, c'est encore... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les choses vont être différentes? Les choses vont être différentes si le travail est fait en amont. Et ce travail, c'est le travail de communication. Pour couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui pensent, de tous ceux qui vont vouloir emmener ce débat sur le débat politique. C'est des avantages que certaines personnes vont perdre. Et vous savez comment sont les gens Comment les appétits sont aiguisés. Les appétits, oui, mais aujourd'hui, malheureusement, le pays se trouve dans une situation déplorable. Parce qu'il y a eu des décisions, il y a eu des aménagements qui ont été pris depuis de longues années, on a laissé faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont le courage, et c'est des mesures courageuses que le président de la République a eu à prendre. Il faut pouvoir que nous aussi, nous jeunes, parce que ça concerne notre avenir, que nous puissions nous mettre en avant pour dire que nous défendons ce qui fera nous demain. Parce que si on laisse, parce que certains ont des acquis, certains ont des avantages, on a peur d'en parler, on a peur de comprendre et d'avoir la force d'assumer les mesures qui ont été prises aujourd'hui, demain c'est nous qui allons payer. On va dans le même sens parce que c'est les habitudes ont la peau dure dans notre pays. Ça, on a annoncé un certain nombre de mesures, notamment la réduction du montant de l'achat des véhicules administratifs, qui on ne peut plus avoir des véhicules de plus de 30 millions. Monsieur Ondias, vous savez qu'à la nomination du dernier gouvernement, il y a eu un recensement qui s'est fait par rapport au parc automobile de l'État. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il en est, quelles ont été les conclusions. Est-ce que vous pensez que dans l'administration, il sera possible d'arriver à cette situation, quand bien même on sait que l'état de la route lui-même impose un certain type de véhicules à nos administratifs? Il suffira de prendre ce type de véhicule-là pour tous les administratifs. Et je pense qu'on s'entend... Ils seront en mesure de prendre des Terios ou des Duster? Non, j'ai vu dans le journal de ce matin, il y a déjà une entreprise, un concessionnaire qui fait la pub d'une voiture qui a 13 millions. De standardisation des véhicules de fonction. Je pense que ce sera nécessaire. Et ce sera à l'avantage justement des autorités, du chef de l'État et de tous ceux qui l'accompagnent dans la prise de ce genre de décision, de faire toute la lumière. Et cela aidera à apaiser le climat social aujourd'hui. On dit clairement, il y a tant de véhicules qui ont été réquisitionnés, il y a tant de véhicules, je pense que le ministère du Budget, via le secrétariat général, avait procédé à la vente aux enchères, je pense, des véhicules. Alors, ils avaient fait le recensement, on ne sait pas s'il y a eu vente aux enchères, puisqu'il n'y a pas eu de communication par la suite. Après, ça a été stoppé. Mais l'État gagnerait, par exemple, à communiquer un peu plus sur ces mesures. Cela montrera aux populations qu'effectivement, non seulement les mesures ont été prises, mais là, ça va être appliqué de manière effective. Qui va suivre l'applicabilité ou l'application de ces mesures, M. Ondias? Qui peut le faire? Déjà, nous, en tant que partenaires de l'État et en tant que représentants des jeunes, nous avons besoin de voir clair là-dedans, parce qu'il ne s'agit pas simplement de demander de faire des efforts. Là, les autorités ont montré que eux, déjà, par eux-mêmes, ils ont commencé par eux-mêmes, surtout je parle de la présidence de la République. Le reste devra pouvoir suivre, mais nous voulons être associés à chacune des étapes de la prise de ces décisions pour voir leur application sur le terrain. Mais en plus de cela, je pense qu'il y a des organismes, il y a des instances juridictionnelles qui sont là, il y a des organismes étatiques qui sont là pour pouvoir suivre la bonne exécution de ces mesures-là. D'accord, merci Mosley, merci encore à notre invité qu'on avait ce matin, monsieur Stéphane Ondias. Avez-vous quelque chose à dire avant qu'on se sépare? Déjà, c'est inviter les autorités
aller plus en avant dans la mise en œuvre de ces mesures. Vous l'avez dit tout à l'heure, on avait déjà envisagé ces mesures par le passé, mais n'ont pas pu aller au bout. Je pense qu'un signal fort vient d'être envoyé. Il faut pouvoir continuer sur cette voie-là, communiquer davantage sur ces mesures pour éviter la désinformation auprès des populations et inviter les jeunes vers qui nous allons aller, encore une fois, à prendre de la hauteur, à ne pas penser qu'il n'y a que la fonction publique comme terminus, je veux dire, après les études, comme seule ouverture pour pouvoir s'épanouir socialement. Il y a d'autres secteurs d'activité, il y a d'autres pans d'activités qui peuvent être occupées par cette jeunesse-là qui a encore la force aujourd'hui de pouvoir agir. Et c'est le message que nous allons leur porter dans les jours à venir. Merci à tous et à toutes. On était donc ce matin dans le Da Fresh Morning dans la rubrique Urban Mosley avec monsieur Stéphane Ondias qui est le président du Conseil national de la jeunesse. Il était l'invité de Mosley ce matin. On se retrouve juste derrière. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fr